Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes à nouveau là pour examiner l'actualité nationale et l'analyser aussi. Je dis nous parce que vous le savez, nous sommes en effet deux fidèles à ce plateau. Il y a Anissé Carlos Oké qu'on ne présente plus. Anissé Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau. L'actualité retourne depuis mardi dernier à l'affaire Steve Amoussou. Donc nous allons en parler et puis nous allons évoquer aussi la question de la jeunesse qui se meurt et se tue dans la drogue, et on va observer comment il y a quelques dérapages, notamment dans les manifestations de culte Egungun dans notre pays, avec quelques cas qui se sont fait illustrer dernièrement. Voilà un peu les sujets disponibles dans l'actualité. On va commencer par le tout premier. Il s'agit de l'affaire Steve Amoussou. Depuis mardi dernier, la justice béninoise a procédé à des premières condamnation d'Anissé Carlos Oké. On dira en tout cas dans ce qu'on a pu entendre de ce qui s'est passé du côté de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, que la justice béninoise a donné en partie raison à la lecture qu'en proposait le tribunal de Lomé. Oui, on dira ça, et on dira même que c'est en grande partie que la Cour a donné raison au procureur du tribunal de Lomé, parce que les principaux chefs d'accusation ont été repris, à savoir que d'une part, on reconnaît que le citoyen Amoussou Steve a été enlevé. On reconnaît que cet enlèvement a été irrégulier et exécuté par des personnes qui n'en avaient pas qualité. Et ensuite, on reconnaît que, effectivement, parmi les personnes qu'on soupçonnait d'être des ravisseurs, il y a effectivement confirmation qu'il y en a au moins deux qui étaient sur la scène du rapt. Et les condamnations sont tombées, parce qu'il y a deux quand même qui ont été condamnés à 12 mois, 24 mois, et puis il y a eu une amende de 5 millions de francs CFA. L'un a été acquitté, et c'est ça qui conteste justement cet acquittement, sinon cette relaxe qui conteste un peu, je dois dire, la version que nous proposait Lomé. Un peu, on va dire ça, parce que Lomé affirmait que certains Wanilo étaient membres du commando, alors que le tribunal de Cotonou l'a relaxé. Mais il faut dire que dans les échanges, le prévenu lui-même a dit ne pas reconnaître deux de ses ravisseurs. Donc il n'y a que les deux qui ont été formellement reconnus, qui ont été condamnés. Et puisqu'on ne peut pas véritablement torturer les personnes condamnées pour savoir quels étaient leurs complices, bon, on peut dire que la Cour s'est arrêtée là pour l'instant. Peut-être que les enquêtes vont continuer pour savoir si on arrête leurs complices. Ça veut dire qu'on est toujours en danger. Là, ainsi, 4 personnes sont impliquées dans une opération, qu'on en a identifié formellement que 2 qu'on a présentées à la justice. Pourquoi est-ce que la justice ne prend pas le temps qu'il le faut de mener les enquêtes et de pouvoir nous présenter les 2 autres, parce qu'on a quand même 2 autres personnes supposément des rapteurs entre griffes, des enleveurs de personnes qui sont encore dans la nature. Oui. Et c'est pourquoi je dis, même c'est pas parce qu'on a fait un procès que l'affaire est close. L'enquête est forcément en cours, puisque de l'autre côté à Lomé, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a eu un verdict ici que l'affaire est close là-bas non plus. Donc on peut supposer qu'on continue de chercher et que dans le cadre d'une coopération judiciaire, les dossiers peuvent être reversés à Cotonou, tout comme Lomé peut continuer de faire des recherches. Pour les fanatiques de la thèse du complot, l'acquittement, sinon la relaxe de Wanilo Médéguin Fagla serait une façon, en tout cas pour la justice béninoise, d'extraire un peu l'état béninois de cet imbroglio qui a été orchestré. Oui, mais comme on dit, la preuve est la rançon du droit. Et on peut soupçonner, on peut même avoir des certitudes particulières, on peut avoir des intuitions. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas condamner. Et donc, si le prévenu Steve Amoussou lui-même n'a pas reconnu de manière formelle M. Wanilo, et que par ailleurs il n'y a pas d'autres preuves qui l'accablent, ben, on ne pouvait que le relaxer.
Est-ce que ce n'est pas une injure à la police béninoise, à la police togolaise? Est-ce que ce n'est pas une injure à deux États que 4 individus passent 2 frontières pour transporter un individu comme un sac de, je ne sais trop quoi, de pamplemousse ou d'orange? Ça dépend de qui considère que c'est une injure. Parce que, vous savez, en réalité, entre le Bénin et le Togo, il y a un tel brassage, il y a une telle facilité de circulation que ces choses-là peuvent arriver sans que pour autant la police ou d'autres services soient condamnés comme laxistes. Ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité? Entre le Bénin et le Togo, la question de sécurité ne se pose pas véritablement. Comme je vous dis, il suffit de savoir comment on traverse la frontière de la conduite de part et d'autre pour comprendre que, en réalité, ce n'est pas aussi compliqué quand on est béninois. Lorsque vous arrivez à la frontière du Togo et que vous êtes béninois, vous avez plus de facilité que tous les autres citoyens des autres nationalités pour passer la frontière. C'est pareil quand vous êtes togolais et que vous arrivez au niveau de la frontière du Bénin, vous passez avec beaucoup d'aisance. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on dira que les services sont véritablement défaillants, mais le fait est qu'il faut que cette coopération soit suffisamment renforcée pour que lorsque un problème se passe d'un côté de la frontière ou de l'autre, on puisse prendre les dispositions pour que les intéressés soient véritablement punis. Et je pense que ici, la justice béninoise a pris les devants pour des raisons que nous comprendrons peut-être plus tard, mais ils ont pris les devants pour couper un peu l'herbe sous le pied de la justice togolaise, qui devrait normalement aujourd'hui considérer que bon, une partie des problèmes qui sont posés sont réglés. Et à moins d'avoir des raisons particulières de continuer de s'acharner, je pense que le procureur du Togo devrait retirer tout simplement les mandats d'arrêt et mettre un coup... Justement, est-ce que ce n'est pas l'objectif de Cotonou, quand il s'emballe très vite à organiser un procès qui va assez très vite à ce sujet? On ne va pas se mentir, je pense que c'est l'objectif. Je pense que cet objectif a pour motif essentiel de calmer un peu, on va dire, le mécontentement, s'il y en avait, du côté du Togo, et de sauver aussi l'honneur de la justice togolaise, qui aurait peut-être eu beaucoup de mal à faire extrader nos concitoyens qui étaient sous mandat d'arrêt. Bon, aujourd'hui que l'aspect purement judiciaire, on va dire purement judiciaire, du dossier a été évacué, il ne restera peut-être que l'aspect politique, et étant donné que le Togo, comme je vous l'ai dit sur ce plateau, n'a pas élevé de protestation depuis le début dans cette affaire, on peut considérer que pour le Togo, ça pourrait s'arrêter là, quitte à ce que le Bénin continue de poursuivre M. Steve Amoussou pour d'autres chefs d'accusation. Certains ont pensé que les peines infligées n'étaient pas à la mesure, à la hauteur de l'acte commis et des conséquences qui pourraient en découler. D'abord l'acte, parce que c'est quand même la vie d'un individu, et Dieu seul sait ce qui aurait pu lui arriver si accidentellement il y avait eu énervement ou pas en cours de route. Et puis côté État aussi, on a bien l'impression que ça a dû jeter un doute ou un moment de froid sur les relations entre les deux pays. Et là-dessus, il me semble que 12 mois, c'est un peu trop peu, non? Alors, pour ce qui est des relations entre les deux pays, je pense qu'il y a beaucoup plus de spéculation et de conjectures qu'il n'y a véritablement de problèmes posés sur la table. Chacun suppose. Chacun suppose, chacun pense, chacun suppute sur le fait que nécessairement il y a un problème entre le Bénin et le Togo, mais les relations avec les États sont un peu plus complexes que ça. Et on ne s'emballe pas pour des choses de cette nature-là, parce que M. Steve Amoussou a de la valeur pour nous autres, peut-être, ou bien pour les hommes politiques du Bénin, mais ce n'est pas pareil. Il y a des individus qui sont enlevés tous les jours de cette façon, et si M. Steve Amoussou n'était pas perçu comme étant soupçonné du moins d'être le frère Rouvi, il n'y aurait pas autant de patients autour d'un rapt qu'on a fait dans un pays voisin d'un individu qu'on est venu remettre à la police. Alors, je pense que c'est cet aspect-là qui donne un facteur aggravant à la situation et qui donne l'impression véritablement que nous sommes en face d'une affaire d'État. De mon point de vue, il n'en est rien. Est-ce que la justice ne se contredit pas elle-même à Cotonou, quand on a fini de condamner les gens pour avoir enlevé un individu, qu'on continue de garder l'individu qui a été confié à la police? C'est comme si la police avait une ramification jusqu'à
je dois dire, dans le cercle de ces éléments-là, si on a pu les condamner, c'est qu'on remet en cause, je dois dire, l'acte d'enlèvement. Si on remet en cause l'acte d'enlèvement, pourquoi on garde M. Onvi? Alors, il y a, M. Amoussou. pour ce que j'ai pu glaner, je ne suis pas juriste, mais pour ce que j'ai pu glaner comme information, il y a un principe de droit en vertu duquel, lorsque vous êtes mal capturé, vous pouvez être bien détenu. C'est-à-dire que l'irrégularité de la capture n'entraîne pas l'irrégularité de la détention. Mais en droit, c'est comme lorsque on commence par crier olé, olé au marché et qu'on attrape quelqu'un, alors qu'il n'y a aucune preuve, on peut amener cette personne sous la clameur publique à la gendarmerie ou à la police, mais ce n'est pas pour autant que, parce que la police n'a pas trouvé l'élément matériel qui confirme le vol, ils vont relâcher immédiatement l'individu. On garde la personne et on fait des enquêtes. Donc, en vertu de ce principe, on peut avoir gardé M. Steve Amoussou et découvrir par la suite qu'il y a d'autres chefs d'accusation qui pèsent sur lui et en vertu de ces chefs d'accusation, on le garde. Alors, je pense qu'il y a une relation de cause à effet. Et qu'on essaye de travailler, à broder tout ça et à mettre une certaine forme juridique à tout ça, mais fondamentalement, depuis le début, M. Steve Amoussou était certainement connu des services judiciaires, connu des services de la police, et qui aujourd'hui est peut-être tombé dans les mailles du filet pour les raisons qui... Mais jusque-là, on ne nous dit pas s'il était vraiment connu des services de la police ou de la justice. Non, mais même s'il n'était pas connu, il faut avouer que ces soutiens ont créé assez de situations qui permettent d'analyser que nous sommes effectivement en face des frères Onvi. Parce que, voyez-vous, la première alerte a été lancée par M. Rodriguez, qui n'est quand même pas n'importe qui, et qui ne peut pas se mettre à alerter l'opinion pour un prix d'armes. Oui, mais c'est pas aujourd'hui que la version ou les propos de Matteo Rodriguez peuvent être pris au comptant à Cotonou, quand on sait quelle est sa posture et sa façon de voir comment on gère le Bénin depuis 2016. C'est aujourd'hui maintenant un élément majeur pour éprouver la véracité de fait, pour éprouver l'identité des gens. Est-ce que c'est lui le service de renseignement? Est-ce que c'est lui le service d'état civil? Est-ce que c'est lui qui identifie les personnes désormais? Alors, à la suite de M. Rodriguez, nous avons vu les députés de l'opposition avec des attributs officiels. Vous croyez qu'ils feraient ça pour un pidam? Ah, mais moi je ne sais pas. Je demande si c'est eux qui établissent désormais l'identité des personnes. Non, mais ils ont contribué à forger une certaine conviction. À supposer qu'on s'était trompé de personnes, ils ont agi tous de façon à créer une façon d'indice qui permet de dire aujourd'hui que M. Amoussou est effectivement frère Onvi. Ses avocats, par ailleurs, ont fait une conférence de presse au cours de laquelle ils n'ont pas démenti l'identité de M. Amoussou par rapport au fait qu'il est alias Onvi. Donc, quand on met tout ça ensemble, il y a des raisons de croire que c'est frère Onvi qui est détenu par la justice béninoise, et de ce fait, le principe dont je vous parlais tantôt est tout à fait légitime pour le garder et le juger, parce que n'oubliez pas qu'il y a des chefs d'accusation qui ont déjà été retenus contre lui dès le début. Oui, dès le départ. Et dès le départ, et que cette affaire qui vient d'être évacuée a été faite sans aucun préjudice du procès qui l'attend par rapport aux trois chefs d'accusation qui sont portés contre lui. Donc, à mon avis, ce sont ces vrais soutiens qui ont donné la confirmation, en fait, que si on avait des doutes, c'est bien frère Onvi qui est dans les liens de la détention. En tout cas, on verra. La justice ne nous a pas encore tout dit, ce n'est qu'un volet de cette actualité-là. On verra comment ça va évoluer, notamment avec la date du 7 octobre, qui est très attendue d'ailleurs, qui va nous permettre d'entrer surtout dans le fond du dossier concernant l'identité exacte de Steve Amoussou, s'il a un lien à voir avec le pseudonyme frère Onvi. Mais il me plaît bien de revenir sur un des aspects que vous aviez développé tout à l'heure, à savoir que en matière donc de justice et de procédure pénale, qu'on peut être bien mal capturé et bien gardé. Pourtant, en droit, vous le savez très bien, la question de la procédure, elle est capitale, elle est essentielle, elle est même plus importante que
le fond du dossier. Et c'est pour ça que ce premier aspect du dossier a été évacué pour que ce vice de procédure n'entache pas le procès qui viendra plus tard avec les 3 chefs d'accusation. Parce que si on était allé directement en procès pour incitation à la rébellion et tout le reste, à ce moment-là, les avocats auraient été fondés à dire que bon, le client a été capturé d'une manière illégale. Oui. Bon, il faut la question de la capture a été vidée et on peut considérer que si M. Steve Amoussou est encore gardé aujourd'hui, ce n'est plus pour l'affaire qu'il a amenée devant le procureur aujourd'hui, c'est une autre affaire, donc on peut dire... Et là-dessus, on est en droit de réclamer pourquoi on le garde jusque-là. Ce n'est pas en cours de route qu'on va rassembler les éléments, puisque jusque-là, en dehors des chefs d'accusation de départ, qui d'une manière ou d'une autre sont remises en cause avec les versions servies par l'homme bien plus tard, et puis cet aspect de procédure, on a bien l'impression que là maintenant on est en train de chercher les nouveaux chefs d'accusation. Non, puisque c'est depuis le départ que les 3 chefs d'accusation ont été retenus contre M. Amoussou. Donc il y avait déjà un dossier certainement bien constitué qui attendait juste qu'on identifie la personne et qu'on lui applique le jugement attendu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là entre la justice béninoise? C'est vrai que c'est 2 États indépendants, mais on aurait bien aimé avoir une collaboration qui permette à ce que les 2 justices puissent se donner la main, afin qu'on n'ait pas 2 dossiers qui coulent, je dois dire, par-dessus les frontières nationales des 2 pays. On a une procédure qui est en cours à Lomé, et puis une autre procédure qui est rapidement inspirée à Cotonou, et puis évacuée et vidée pour qu'on passe à autre chose à Cotonou. Pourquoi est-ce que les 2 pays, s'ils étaient aussi proches et voisins, s'ils étaient aussi en bonne intelligence, s'ils étaient aussi, je dois dire, soudés et imbriqués comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'ils ne se donnent pas la main et le temps qu'il faut pour mieux éclairer? Ah ben, vous ne pouvez pas dire à l'étape actuelle s'ils ne se sont pas donné la main ou s'ils se sont donné la main, parce que ces choses-là ne se font pas sur la place publique, ce sont des transmissions de dossiers, et si jamais ces 2 États se donnaient la main pour régler un problème de cette nature-là, ça ne donnerait pas lieu forcément à un communiqué. Parce que comme je vous dis, Frère Rouvi ne nous intéresse nous autres que parce qu'il est Frère Rouvi et qu'il représente quelque chose dans le paysage politique du point de vue de la critique de l'action gouvernementale. Mais au Togo, c'est pas forcément la même valeur. Donc pour eux, c'est un compatriote béninois qui a été capturé par des Béninois sur leur sol, qui a été ramené au Bénin et jugé au Bénin. Et pour eux, ce n'est pas une affaire il n'est pas de question de souveraineté à faire valoir outre mesure, dans la mesure où si c'était leurs compatriotes togolais qui avaient été ramenés de cette façon au Bénin, ils auraient à ce moment-là une autre attitude. Mais là, nous sommes en présence de Béninois qui jugent un Béninois qui a été peut-être capturé d'une façon illégale, mais la justice béninoise s'est occupée de cette capture illégale, et qu'on soit content de comment ça s'est passé ou pas, comme je vous l'ai dit, la preuve est la rançon du droit. S'il n'y a pas de preuve pour aller plus loin dans les accusations, bon, je pense que même si les gens avaient été jugés au Togo, c'est pas forcément qu'ils auraient été condamnés plus lourdement, parce que c'est le fait qu'ils aient constitué un commando pour aller capturer quelqu'un qui leur était reproché, c'est rien d'autre. Et donc par rapport à ça, s'ils estiment qu'ils ont satisfaction parce que ça s'est bien passé au Bénin, ou en tout cas que ça s'est passé d'une certaine façon qui leur permet d'évacuer le dossier, ils n'auront pas de raison d'insister. Parce que moi, je vous dis, vous savez que dans cette affaire Rouvi, la justice togolaise aurait bien voulu peut-être avoir à juger officiellement les personnes, mais en même temps, lorsqu'on connaît comment fonctionnent les États, ce genre de patates chaudes, parfois, on le laisse tranquillement aux propriétaires pour ne pas avoir à se créer des problèmes particuliers. Et que va faire le tribunal de Lomé, à votre avis? Alors, le tribunal de Lomé va prendre acte et va décider que ce n'est pas satisfaisant comme verdict, continuer l'enquête, continuer les poursuites, parce que le fait que cette justice soit rendue au Bénin n'éteint pas complètement l'action du tribunal du Togo, qui détient d'autres personnes dans les liens de l'emprisonnement, et qui a
peut-être des éléments que nous n'avons pas pu encore avoir ici. Il paraît que des arrestations continuent du côté de Lomé. Du côté de Lomé, si tous les éléments n'ont pas été vidés ici et que le tribunal de Lomé considère qu'il y a une autre partie de l'enquête qui doit continuer et qu'ils doivent aller jusqu'au bout, ben, ils iront jusqu'au bout. Et si les personnes qui sont condamnées ici doivent continuer d'être poursuivies, ils peuvent toujours les poursuivre parce que si les chefs d'accusation pour lesquels on prétend vouloir les juger au Togo ne sont pas rigoureusement les mêmes, on peut toujours continuer de les poursuivre. Sauf que si les chefs d'accusation ne varient pas, eh bien, l'autorité de la chose jugée pourrait entraîner une extinction de l'action judiciaire au Togo parce qu'on ne peut pas juger les mêmes personnes deux fois pour la même affaire. À supposer que les chefs d'accusation aient varié, que le Togo maintienne son engagement à voir clair et au fond du dossier, l'État béninois livrerait-il ses citoyens? C'est une situation complexe et c'est pour ça que je vous dis que si le Togo n'a pas de raison particulière de continuer à forcer pour aller au-delà de la crise judiciaire, enfin au-delà de l'affaire judiciaire que nous avons et que ça déborde sur une crise politique, bon, c'est qu'à ce moment-là, on pourrait dire que le Togo a un intérêt particulier à défendre le citoyen Amoussou. Ce dont je doute un peu, parce que si M. Amoussou a cette valeur-là d'activiste cybernétique pour nous, ce n'est pas forcément la même valeur pour les Togolais et en plus, ce n'est pas leurs compatriotes. Ils pourraient à partir de ce moment-là dire, bon, on ne s'en lave pas les mains, mais on s'assure que les personnes qui sont venues crapuleusement prendre l'intéressé sur notre sol soient véritablement punies et si la punition qui est donnée ici ne suffit pas, ils pourraient effectivement continuer de corser la noute. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner et ça m'intéresse bien. Le sujet autour duquel tout est parti, en tout cas de la version de ceux qui sont allés chercher maladroitement notre compatriote à Lomé. Il s'agit d'une affaire de 10 millions de francs CFA qu'on réclamerait avec insistance à M. Steve Amoussou qui n'a pas voulu se libérer de sa dette. L'homme qui dit qu'il n'a jamais reconnu, en tout cas être mêlé du près ou de loin à une affaire donc de 10 millions de francs CFA. Et là où ma question arrive, c'est surtout la réplique ou la réponse du juge face justement à cette attitude de Steve Amoussou qui dit, moi je ne me reconnais pas dans cette affaire. Et le juge qui lui dit, tu n'as pas besoin de reconnaître, moi je continue mon affaire. Oui, il y a un certain nombre d'aspects dans ce dossier qui font effectivement sourire un peu parce que d'abord l'intéressé n'ayant pas porté plainte officiellement et ayant donné mandat à des personnes non qualifiées, non habilitées d'aller enlever un citoyen à Lomé parce qu'on lui doit de l'argent, ne doit pas non plus être laissé libre de ce mouvement. Le citoyen en question étant le commanditaire d'un rapt doit être véritablement poursuivi. On ne peut pas, qu'il soit en Indonésie ou au Japon, il faut qu'il y ait un mandat d'arrêt. J'espère aussi qu'il a eu une identité en plus. Ah ben oui, il a une parce identité. C'est un certain monsieur Haï. Ah d'accord. C'est un certain monsieur Haï. Et oui, il faut un mandat d'arrêt en règle contre lui, qu'on le ramène ici au Bénin et qu'il vienne répondre du fait qu'il ait commandité un rapt. Parce que ça, c'est un fait assez grave et il faut en répondre. Bon, maintenant, au demeurant, on m'a dit que c'est M. Amoussou lui-même qui aurait porté plainte contre ses ravisseurs et que c'est cette plainte qui aurait donné lieu à ce procès qui a fait des révélations autour de 10 millions. Si c'était le cas, oui, on comprendrait parfaitement pourquoi la justice béninoise s'est saisie de l'affaire pour la vider en cette matière-là, et on comprendrait aussi que à partir de cette condamnation, on puisse entendre comment on dit, le verdict qui incrimine et inculpe et condamne le citoyen haï qui est à l'origine
de cet enlèvement. Nous ne l'avons pas entendu au cours du procès et s'il a été condamné par contumace, j'en sais rien, mais je considère que si on n'a rien entendu, si on n'entend rien du tout à ce sujet, c'est que quelque part le procès n'a pas été jusqu'au bout. Et il y a aussi que personne ne nous dit à quel moment précisément l'individu Steve Amoussou est passé des mains de ses ravisseurs à des mains officielles de la police. Oui, bon, sauf que il y a un prévenu qui disait qu'il a appelé quelqu'un pour dire bon, je suis en face d'un problème compliqué, j'ai un colis sur les bras, je n'avais pas prévu ça, maintenant qu'est-ce que je fais? Et bon, on lui a conseillé d'aller tout simplement remettre le colis, qui est M. Steve Amoussou, à la police. Et c'est à ce moment-là que la police a été mise en face de M. Amoussou, mais on ne nous dit pas à quel poste de police ça a été fait, ni qui a réceptionné ce colis-là, parce que ça fait partie des choses essentielles à connaître dans un dossier comme celui-là. Mais bon, on ne sait pas, est-ce que c'est la police béninoise de Lacondi qui a réceptionné, est-ce que c'est plus loin à Cotonou, on ne sait pas, et on aurait bien voulu savoir. En tout cas, on suit l'affaire, on verra bien. Quel est le lien que cet aspect pourrait avoir avec la suite? Mais d'abord, je suis convaincu qu'une fois que cette première affaire a été évacuée, nous irons maintenant vers un procès en bonne et due forme contre le frère Rouvi. Et si le citoyen Steve Amoussou était reconnu comme étant frère Rouvi, je pense qu'à ce moment-là, il sera condamné pour les 3 chefs d'accusation qui sont suffisamment graves et qui ont été retenus contre lui dès sa comparution devant le procureur de la République. Parce que incitation à la rébellion, publication de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique, ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un qui, ma foi, se dit aujourd'hui étranger à cette affaire, ne se reconnaît pas dans le frère Rouvi, même s'il dit l'admirer. Mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qui existent, on peut, avec des analyses à partir d'appareils perfectionnés, reconnaître les empreintes de voix qui sont aussi nettes et aussi détectables que les empreintes des doigts. Donc si M. Steve Amoussou est frère Rouvi, ça se saura, et ça se saura avec certitude. S'il ne l'est pas aussi, ça se saura. J'espère bien que la justice pourra en tout cas le libérer, parce qu'on a besoin quand même de citoyens, enfin on a besoin d'une justice assez équitable pour nous aider à éviter que des situations assez complexes et aussi compliquées comme cela arrivent, que l'on circule, que des gens vous tombent dessus à bras raccourcis, vous amènent devant la police qui commence maintenant à fouiller pour voir si effectivement c'est pas vous, X ou Y. Ça devient assez compliqué et ça devient vraiment un tunnel difficile d'où on peut se tirer aussi facilement. Allez, on a encore 2 sujets. Vous avez avant de finir? On a encore 2 sujets là sous la main. On va parler de cette jeunesse qui se tue et se meurt dans, je dois dire, la consommation de produits psychotropes. On parlait de l'alcool, quelle que soit sa qualité, sa provenance. Les jeunes qui s'y adonnent profondément. Les produits psychotropes aussi s'en mêlent. Il n'y a pas longtemps, on parlait de l'alcool en sachet, qui était une production chimique assez difficile et compliquée pour la santé humaine. Comment est-ce que vous comprenez cette attitude d'une jeunesse un peu plus portée vers l'alcool et surtout vers les vices? La jeunesse vit son époque. La jeunesse vit son époque, la jeunesse vit en fonction de son environnement, en fonction de l'évolution des mœurs et surtout en fonction de son ressenti. La jeunesse va mal. Et ce mal-être s'exprime dans la consommation de substances psychotropes, dans des comportements déviants de toute nature. On voit les jeunes aujourd'hui dans les buvettes et dans les boîtes de nuit se comporter comme de véritables démons. Et ils fument comme c'est pas permis, ils boivent comme c'est pas permis, ils ont des produits, des comprimés aujourd'hui qu'ils mélangent de façon à ce que
de planer. Ils ne s'arrêtent pas. Et ça ne leur suffit plus d'être sous. Il faut qu'ils planent complètement et ça tend à se généraliser. Moi, je connais un quartier dans Cotonou où il y a très peu de jeunes qui ne sont pas concernés par la prise des petits comprimés qu'ils appellent... Pas seulement à Cotonou, il y a beaucoup de quartiers dans l'ensemble des îles du Bénin. Je ne connais pas partout ce qui se passe, mais je connais au moins un quartier dans lequel les jeunes véritablement donnent la sensation d'être des zombies. Ils ne sont plus équilibrés. Et ça ne se fait pas à partir d'un certain âge où on pourrait dire, bon, ils ont déjà accompli certaines choses dans la vie. C'est à partir de 15 ans déjà que vous voyez des jeunes qui sont totalement mal fichus. Et il y en a qui ont étudié, mais ils n'ont pas d'emploi. Et parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils font chemin ensemble avec ceux qui sont un peu dans la cybercriminalité et qui peuvent les aider à gagner de l'argent rapidement, parce que c'est devenu le but essentiel de la vie, gagner de l'argent et le dépenser. Et quand ils arrivent à gagner cet argent, c'est pour s'abîmer complètement dans la consommation des produits psychotropes. Et quand ils n'en gagnent pas, de toute façon, ils sombrent dans la consommation des drogues de petite valeur. Et ça, c'est encore plus grave parce que c'est le chanvre indien par-ci et d'autres d'alcool frelaté par-là. Alors, franchement, je pense que nous ne nous préoccupons pas suffisamment de ce que devient la jeunesse. Et ça, moi, ça m'inquiète davantage parce que la jeunesse, c'est l'avenir et que si aujourd'hui nous bâtissons le plus beau pays du monde et que ceux à qui nous devons léguer cette succession, cet héritage sont des loques humaines, eh bien, nous pouvons assurément savoir que cet héritage sera complètement dilapidé, il sera complètement noyé. Et je pense qu'ils vont peut-être même se faire la guerre parce que n'ayant plus tous leurs esprits. Et on ne peut pas laisser le pays à des gens qui n'ont pas, comment dire, un esprit sain dans un corps sain. Il faut que le gouvernement travaille à ce que les jeunes soient des personnes ayant un esprit sain dans un corps sain. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là par abandon. On en est arrivé là parce que les politiques publiques ont complètement oublié de prendre en compte les enfants et les jeunes. Et vous verrez que chaque fois qu'un homme politique veut briguer le pouvoir, il met la jeunesse au cœur de son action. Il parle des jeunes comme si sans eux rien n'est possible. Et c'est autour des jeunes qu'il bâtit tout un programme. Mais une fois que cette personne vient au pouvoir, les jeunes ne constituent plus du tout son enjeu. La faute à ces mêmes jeunes qui ne savent pas travailler à la veille, qui ne savent pas se mobiliser, qui ne savent pas s'organiser, qui ne savent pas veiller aussi, parce que ce n'est pas parce que vous avez contribué à l'élection de quelqu'un et qu'il ne vous regarde pas qu'il faut aller se coucher et dormir tranquillement et commencer à prendre des produits psychotropes. Je suis d'accord avec vous que les jeunes ont une part de responsabilité, mais la plus grande part de responsabilité n'incombe pas aux jeunes. Parce que c'est très facile pour des parents de se défausser en disant bon, si mon fils est devenu un drogué, c'est parce qu'il veut et qu'il a choisi. Et non, c'est le rôle d'un parent de faire en sorte que son fils ne devienne pas un drogué. C'est le rôle d'un enfant, d'un parent, de faire en sorte que son fils soit bien scolarisé. C'est le devoir d'un parent de faire en sorte que son fils réussisse dans la vie. Et quand votre fils ne réussit pas, vous n'avez pas d'excuses. C'est la même chose entre les relations État et jeunes. Si les jeunes sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'en amont, l'État n'a pas formé des enfants à devenir des jeunes responsables. Et quand les jeunes ne sont pas récupérés non plus à ce niveau de croissance, nous pouvons être sûrs que nous aurons demain des adultes complètement irresponsables. Et voilà ce que nous préparons si nous ne prenons pas les choses en main et si nous laissons le mauvais alcool que les autres mettent dans des sachets pour envahir le pays, parce que ça ne se fait pas chez nous. Ces choses-là se font ailleurs et ça envahit toutes les rues et quand même ça passe par des portes d'entrée pour entrer dans le pays. Et ces portes d'entrée-là ne sont pas surveillés et lorsque ces produits sont sur le marché, c'est à peine qu'on fait attention. J'ai entendu une ou deux fois qu'on a interdit que bon, les alcools en sachet. Mais
Pendant que les alcools en sachet ne circulent plus, il y a des comprimés qui circulent. Il y a de l'herbe qui est vendue partout. Et les élèves, même, sont devenus des consommateurs de substances psychotropes. Alors, lorsque nous faisons ça, que nous laissons prospérer ce genre de choses et que après nous prenons des dispositions pour les mettre en prison parce qu'ils ne filent pas droit, je pense que nous prenons le problème par le mauvais bout. Le prendre par le bon bout, c'est travailler à ce que les enfants deviennent des jeunes gens responsables. Et ça, ce n'est pas aux enfants de le faire, il incombe à l'État de prendre ses responsabilités. On ne peut pas dire que l'État ne fait rien. L'État construit des routes, l'État construit des écoles, l'État construit des centres de formation, surveille un peu ce qui se passe dans les ateliers d'apprentissage, etc. Qu'est-ce que l'État peut faire d'autre si des jeunes ne se décident pas à prendre eux-mêmes leur destin en main? On a beau construire une villa ou tout ce que vous voulez à un enfant. Dès lors que lui-même n'est pas conscient de son importance, de son utilité, de la trajectoire, de la vie qu'il traverse, on ne peut rien pour lui. Chaque société choisit son modèle. Et le modèle de société que nous avions jusqu'à récemment, c'est un modèle dans lequel l'enfant était élevé à la dure. C'est-à-dire que l'enfant, on lui inculquait des valeurs, qu'il le veuille ou non. Et c'était au forceps qu'on éduquait l'enfant. Et il n'avait pas d'autre choix que de filer droit. Les parents traquaient l'enfant jusqu'à l'école. Le maître traquait l'enfant jusque chez lui, le prêtre traquait l'enfant jusque dans sa maison, et le parent traquait l'enfant jusque... Donc tout le monde s'entendait que l'enfant ait une excellente éducation. C'était un moment où la démographie permettait d'avoir l'œil sur tout le monde. La démographie ne peut jamais empêcher que ce genre de choses se poursuivent, si tant est que c'est notre option. Aujourd'hui, les parents ont démissionné. Les parents ont complètement démissionné. Les gens font des enfants et puis bon, ben, il y a une minorité qui considère que c'est un devoir de travailler à ce que l'enfant ait un avenir meilleur que celui qu'on a. C'est une minorité. Et cette minorité ne peut pas créer le bien-être collectif si la majorité des parents est totalement irresponsable. Regardez les gens qui font des enfants aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont elles-mêmes immatures. Vous voyez, aujourd'hui, sur TikTok, vous avez le sentiment que notre société est devenue véritablement dégradée. Parce que ce que vous voyez, ce que vous entendez sur TikTok, vous vous demandez, mais ça ne peut pas venir de c'est la tendance du monde actuellement et c'est pour ça, ne peut pas rester en marge. C'est pour ça que je vous dis que chaque société choisit son modèle. Ce n'est pas parce qu'en Europe, les gens ont une certaine façon de vivre, que nous allons choisir de vivre de la même façon. Croyez-moi, les enfants que nous avons aujourd'hui au Bénin ne ressemblent pas du tout à des enfants chinois. Parce que les Chinois ont choisi leur modèle. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais les Chinois ont leur modèle et leurs enfants sont droits comme une aiguille. Et c'est pareil pour les enfants russes, pour les enfants coréens. Bon, alors donc c'est pas parce que d'autres ont réussi et peuvent se permettre de s'amuser que nous autres qui n'avons rien construit dans notre vie, nous autres qui n'avons encore rien bâti, que nous soyons au même niveau d'amusement, de relâchement, de distraction que ceux qui n'ont plus rien à construire chez eux. Donc, nous devons revoir notre modèle social et décider ce que nous faisons de nos enfants. Parce que si les jeunes sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est parce que les adultes n'ont pas fait leur devoir. Et si aujourd'hui on ne se lève pas pour arrêter le mal, les enfants qui vont naître des jeunes délinquants d'aujourd'hui seront véritablement des dangers pour le pays. Et ma foi, quand on regarde et qu'on se projette dans cet avenir-là, je me demande pourquoi on travaille à construire un pays. Oui, mais là-dessus, comment on fait? On arrache le téléphone à tout le monde, on éteint la télé. Moi, je ne peux pas donner l'accès. Je ne peux pas donner la solution sur le plateau de télé parce que c'est une question qui concerne les sociologues, qui concerne les psychologues, qui concerne les politiques, qui concerne les parents. C'est toute la société qui est concernée. Et à partir du moment où c'est toute la société qui est concernée, et à quel moment nous nous asseyons pour qu'ensemble nous puissions d'abord identifier les problèmes, reconnaître qu'il y a un problème.
identifier les problèmes et travailler à les résorber. Parce que le seul avenir, après, quand les enfants finissent de faire ça, le seul avenir qui s'offre à eux, c'est de quitter le pays, parce qu'on a l'impression que ce qui se passe dans le pays ne les concerne même pas. Si ce n'est pas le chemin de la Méditerranée qu'ils prennent, ils prennent le chemin des frontières limitrophes, et puis, bon, ils disparaissent du pays, quitte à aller se perdre complètement dans la nature. Donc, moi, je considère que nous devons considérer qu'il y a là un véritable problème, un véritable défi pour l'avenir, et que nous devons travailler à ça, parce que, en fait, c'est le but essentiel de la mission des adultes que nous sommes. Le but essentiel, c'est de faire en sorte que nos enfants soient meilleurs que nous. Et si sous nos yeux, nos enfants sont pires que nous, ben, honnêtement, il faut reconnaître que nous sommes... Oui, mais là, nous sommes tenaillés entre deux contradictions. Nous avons le devoir de faire de nos enfants des gens meilleurs, des hommes meilleurs que nous, mais en même temps, nous n'avons pas envie qu'ils éprouvent aussi les peines, les difficultés, les travers, les difficultés que nous-mêmes on a connues par le passé, de sorte à ce que nous essayons de leur alléger la peine. Ouais. Et tout passe par là, tout commence par là. Vous avez bien fait de souligner ça, et c'est pour ça que je dis que chaque société choisit son modèle. Voilà, on va compliquer la vie aux enfants désormais. On continue de prendre le bâton ou comment on fait la barre de fer, pardon. Ce qui produisait des résultats hier continuera de produire des résultats. Et ce qui ne produit pas de résultats aujourd'hui n'en produira pas demain. Si c'est le bâton qui produisait des résultats hier, il faut reprendre le bâton. Ah oui, sérieusement, les défenseurs des droits des enfants vous diront... C'est ça le problème. Sur notre planète, c'est exactement ça. Les choses ont changé et qu'on n'est pas des bêtes sauvages à se taper dessus. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons aujourd'hui des personnes qui font barrage à toute contrainte qu'on peut imposer à un enfant pour l'éduquer. Et ces personnes-là reçoivent l'aide de l'étranger pour travailler à faire en sorte que nos enfants ne soient pas bien éduqués, que nos enfants ne soient pas ce qu'ils étaient hier, que nos enfants ne soient pas des responsables qui prennent les choses en main. Et nous avons du plaisir à accueillir ces personnes qui viennent prôner ces droits-là, parce que nous disons, bon, il y a des progrès, mais ce n'est pas un progrès lorsque la société va à volo, lorsque la société se délite, lorsque toutes les valeurs se perdent, ce n'est pas une avancée. Il faut s'asseoir et réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on bat un enfant jusqu'au sang non plus qu'on lui inculque des valeurs. On peut travailler à trouver la formule pour que nos enfants soient mieux éduqués aujourd'hui, qu'ils ne le sont déjà, parce que aujourd'hui, il y a trop de libertinage et l'enfant considère qu'il n'a même pas de devoirs, il n'a que des droits. Et ça fait que le châtiment corporel est perçu comme une torture incroyable, que toutes les contraintes que nous mettons dans l'éducation des enfants à la maison est perçue par les défenseurs des droits de l'homme comme des raisons, des motifs même d'emprisonnement des parents. Aucun parent n'a envie de tuer son enfant. Et nos pères hier, lorsqu'ils nous battaient jusqu'au sang, n'avaient pas envie de nous tuer. Ils avaient envie de faire de nous les hommes que nous sommes devenus aujourd'hui. Et ils avaient probablement raison, parce que, quand on regarde derrière, ceux qui n'ont pas suivi le même traitement sont en train de copier des habitudes tout à fait incroyables. L'homosexualité se répand, on devient transgenre du jour au lendemain, on copule dans les lieux publics, on fait des tatouages à des endroits incroyables et on les exhibe, et bientôt nous verrons des enfants qui se promèneront en petite tenue dans la ville parce qu'ils auraient fait des tatouages sur le nombril. Bon, vous voyez, quand c'est comme ça, il faut réfléchir et se demander si ça ressemble à notre société. Si ça nous ressemble, ça ne nous ressemble pas. Oui, mais les choses si ça ne nous ressemble pas, nous devons travailler à faire en sorte que ça change. Les choses avancent, dit-on. On ne va pas maintenir peut-être ce que les ancêtres faisaient il y a 100 ans, 150 ans, on ne va pas le maintenir maintenant, alors qu'il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles perspectives, il y a une autre façon de contrôler son enfant et de l'éduquer. Il faut contrôler les choses, il faut tenir compte du progrès, nous n'avons pas le choix. Hier, il n'y avait pas d'éducation par la télévision. Aujourd'hui, la télévision apprend aux enfants ce que nous ne voulons pas leur apprendre. Mais c'est nous qui décidons de quel programme nous mettons à la télévision.
Aujourd'hui, il y a Internet qui permet aux enfants d'avoir accès à n'importe quoi, mais c'est nous qui décidons ce que nous voulons que les enfants puissent voir sur Internet. Quand vous allez en Chine, un enfant chinois ne voit pas ce qu'il veut sur Internet, c'est impossible. La Chine a créé TikTok, mais les enfants chinois ne font pas ce qu'ils veulent de TikTok. C'est seulement pour être éduqués, c'est seulement pour apprendre. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons de TikTok? Nous laissons les enfants se dépraver avec TikTok. On ne peut pas appeler ça du progrès, c'est de la bêtise. Oui, alors, avant, notre société, la traditionnelle, avait quand même des canons et des canons de modèles qui permettaient à ce que l'enfant soit bien surveillé. Je vais vous parler, par exemple, de ces cercles d'initiation, de ces cercles de formation, la circoncision, l'étape qu'il faut franchir, etc. La reclusion dans une forêt pendant des jours, etc. Aujourd'hui, c'est des éléments qui n'existent plus et qu'on ne peut pas réinventer. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ça? L'adaptation pour qu'on n'ait pas cet écart entre l'homme qu'on a été hier et l'homme qu'on est devenu aujourd'hui. Alors, dites-moi un peu pourquoi on n'a plus de raison de faire ce genre d'éducation. Parce que les forêts sacrées ont été vendues, peut-être parce que plus personne ne veut envoyer son enfant dans les couvents. Vous avez bien raison, vous avez bien raison, parce que la société a choisi à un moment de tout brader, d'abandonner toutes les valeurs, et c'est la faute à ceux qui permettent que ça se passe, parce que dans le cadre des politiques publiques, on peut décider ces choses-là et faire en sorte que la société ne change pas du jour au lendemain par rapport à un certain nombre de choses. C'est ceux qui nous dirigent, en fait, qui sont à l'origine des problèmes que nous avons. Hier, si personne ne portait le casque et qu'aujourd'hui on dit tout le monde porte le casque et que tout le monde le porte, ça veut dire que les politiques publiques peuvent décider de nos actes. Et par conséquent, moi je pense que les initiations qui nous permettaient d'acquérir des valeurs essentielles, les valeurs ancestrales, qui faisaient de nous des hommes responsables et qui faisaient que dans la société on avait un comportement pas forcément exemplaire, mais relativement acceptable. Si cette façon de nous éduquer a complètement disparu, et que plus personne n'assure notre éducation, que dans les milieux, les cercles religieux, où hier il y avait de la vertu et qu'aujourd'hui il n'y en a plus du tout, comprenez que la société est perdue parce que c'est là où nos enfants vont qu'ils copient les habitudes qu'ils auront demain. Et c'est les éléments de télévision qu'ils regardent qui les forgent pour demain. C'est l'environnement dans lequel ils vivent qui les forge pour demain. Si nous sommes totalement détachés de tout cela et que chacun s'occupe de son enfant en disant je m'occupe que de faire en sorte que moi, mon enfant tout seul réussisse parce qu'on a un peu d'argent, qu'on peut l'envoyer en Europe, se faire former et revenir, il faut savoir qu'une minorité d'enfants, même très bien formés, ne peut pas changer une société quand une majorité d'enfants est complètement en proie à l'oisiveté et au vice. Nous avons déstructuré nos cercles d'éducation, etc., de sorte à ce qu'ils sont devenus parfois même des problèmes pour le bon fonctionnement de notre vivre ensemble, de notre société. J'avais pour preuve justement, je dois dire, ce rite et cette initiative Egnou, par exemple, notamment pour rendre hommage à nos ancêtres décédés qui aujourd'hui, dans les rues de Cotonou et ailleurs dans notre ville, ne se comportent pas forcément comme on devrait s'y attendre. C'est beaucoup de chicotes, c'est beaucoup d'actes délictueux, c'est beaucoup d'écarts, etc. Comment est-ce que vous appréciez cet état de choses? Je l'apprécie par le fait que le sacré n'a plus sa valeur. Ce qui était véritablement sacré hier n'a plus sa valeur parce que les personnes qui hier étaient détentrices de valeurs cardinales, étaient détentrices d'un savoir ésotérique, ont laissé ces choses-là à des enfants qui n'ont pas reçu toute la rigueur de la formation, toute la rigueur de l'éducation qui va avec. Et donc aujourd'hui, c'est ceux qui exhibent nos masques sont dans l'amusement, sont dans le folklore et ne se préoccupent plus de ce qui est sacré dans les masques que nos ancêtres nous ont laissés. Le Egungun, auparavant, c'était un masque qui donnait des frissons, même des inquiétudes aux personnes même d'un certain âge, parce que c'était sacré et que ça sortait rarement, parce que c'était sacré et que ça ne se promenait pas dans les rues n'importe comment,
parce que ça c'était sacré et qu'il y avait des périodes pour les sortir et des périodes pour qu'on ne les voit plus. Aujourd'hui, il n'y a plus une grande différence entre le Kaleta et le Egungun, tout simplement parce que le Egungun s'amuse en pleine rue comme un Kaleta. Et hier, quand on nous disait que de toucher le tissu du Egungun seulement pouvait vous faire mourir, aujourd'hui, bon, les enfants embrassent le Egungun. Et d'ailleurs, le Egungun embrasse même des jeunes filles dans la rue. Et ma foi, quand on regarde ça, on se dit que nous avons bien reculé. On ne va pas continuer quand même à entretenir un mythe qui est longtemps tombé autour d'une chose qui, ma foi, n'est pas fait forcément pour effrayer, mais pour quand même organiser une société et la structurer. Non, ce que j'essayais de dire, c'est qu'au-delà du caractère culturel que peut présenter une fête de Egungun, il y a du sacré, parce que le Egungun, c'est quand même la matérialisation d'un ancêtre. Et que quand un Egungun sort, il y a tout un rite qui va avec, il y a des cérémonies qui vont avec, il y a des révélations. Le Egungun, au nom de l'ancêtre qu'il incarne, peut vous faire des révélations, peut vous donner des conseils, peut même faire des prédictions, peut vous faire prendre des dispositions pour éviter un certain nombre de choses. Donc ça, c'était pas fait pour s'amuser. Aujourd'hui, il n'y a que l'aspect folklorique qui est important, et on voit même des Egungun qui, vous savez, vous serez étonné si je vous apprends que la dernière fois moi j'étais allé à Porte-Nouveau et je croise un Egungun. Et comme j'ai beaucoup de respect pour ces choses-là, j'attends, je le salue respectueusement, et il me dit, vous avez une tante qui veut vous tuer. Je dis, ah bon? Il dit, oui, vous avez une tante qui va vous tuer et je peux empêcher ça parce que si dans 48 heures rien n'est fait, vous pourriez mourir. Donnez-moi 5 000 francs et je règle le problème. J'ai dit, mais attendez. Et je n'ai pas de tante. Il dit, ah bon, vous n'avez pas de tante? Je dis, non. Et il dit, bon, ben, je vois quand même une tante. Je dis, non, je n'ai pas de tante. Bon, vous ne voulez pas me donner de l'argent, donnez-moi 1000 francs et circulez. Et quand il dit ça, je me mets à rire, je dis, mais Egungun, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas faire ça. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si vous êtes effectivement la matérialisation d'un défunt, ce défunt devait être un véritable escroc de son vivant. Comment Egungun me rencontre, me dit, donne-moi 5 000 francs pour que je te délivre d'une tante. Ça, c'est des choses que vous n'auriez jamais entendues par le passé. Mais aujourd'hui, ces choses-là se passent parce que quand le Egungun sort, c'est d'abord pour le folklore, c'est ensuite pour chercher de l'argent et enfin pour faire de la parade. Si c'est comme ça, ça veut dire que le sacré a complètement disparu. Il appartient au chef de couvent de faire en sorte de discipliner un peu les personnes qui sont chargées d'encadrer un peu ces masques-là pour que le caractère sacré de ces rites que nous avions ne soit pas perdu dans le folklore. Aujourd'hui, on fait du Egungun au Brésil, on fait du Egungun en Haïti, et on peut comprendre que pour eux, c'est juste du folklore. Mais nous, ce n'est pas du folklore chez nous. C'est lié à des cérémonies rituelles très très importantes. Et si ces cérémonies-là se perdent, et perdent leur valeur sacrée, perdent leur valeur ésotérique et authentique, bon, c'est nous-mêmes qui perdons quelque part complètement notre identité. Il faut déjà que les chefs de couvent puissent être tolérants entre eux-mêmes et ne pas se combattre comme on peut le noter avec, je dois dire, une certaine concurrence qui nuit gravement justement à la bonne tenue de ces éléments-là. Et qu'ils aient d'ailleurs à cœur de faire plus la promotion du sacré que du folklore. Adessé Kalosoke, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.